Alors dans cette appli 3, l'idée c'est d'essayer d'imaginer le mécanisme de la substitution nucléophile dont je rappelle le bilan formel. On a sur un carbone tétraédrique un substituant X qu'on remplace par un substituant Y, sachant que X part avec les électrons et que Y arrive avec les siens. Donc en termes de liaisons qui sont cassées et créées, on casse une liaison CX et on va créer une liaison CY. Donc dans le cas d'espèce qui nous intéresse, l'exemple choisi, c'est la synthèse du butanediol à partir du 2-bromobutane. Ça veut dire qu'on part avec le 2-bromobutane, qu'on veut remplacer le brome par un OH pour faire un alcool, et donc on imagine utiliser le nucléophile H-, il est bien nucléophile parce qu'il y a une charge moins et un doublé. Et donc, puisqu'on a à casser la liaison CBr, et à créer la liaison COH. Il n'y a pas 50 000 façons pour le faire. On peut envisager 3 mécanismes a priori. On a un carbone qui est, je le rappelle, tétraédrique, avec au départ un X et donc 3 autres liaisons. D'accord. Et on a donc un Y- qui doit venir créer une liaison avec le carbone. Donc, soit on fait d'abord, dans un premier temps, la rupture de la liaison CX, puis, dans un deuxième temps, la rupture de la liaison, enfin la création de la liaison CY. C'est-à-dire d'abord la rupture de la liaison, puis la création de la seconde, dans un deuxième temps. Puis, voilà. Donc ça, c'est le mécanisme qu'on va appeler, on le verra plus tard, SN1. Premier mécanisme. Deuxième mécanisme a priori envisageable, c'est on va d'abord créer la liaison CY, puis, dans un deuxième temps, casser la liaison CX. Alors ce mécanisme-là, il n'a pas de nom. Il est impossible. Pourquoi ? Parce qu'il passerait par un intermédiaire réactionnel pentavalent. Et c'est ça qui est impossible. On ne peut pas avoir un carbone avec plus de 5, enfin strictement plus de 4 substituants autour de lui, donc ça dépasse l'octet. Donc on ne peut pas l'envisager. Et donc après, il reste le mécanisme limite intermédiaire entre les deux, qui correspond à la simultanéité des deux événements, création de liaison et rupture de liaison, et ça c'est ce qu'on va appeler le mécanisme SN2. Donc, je commence par le premier, le rouge. Alors, dans ce premier mécanisme, et donc je vais l'écrire sur l'exemple choisi. Premier acte élémentaire, on imagine que pour une raison ou une autre, la liaison carbone-brome se casse. Une vibration trop intense peut-être. Qu'est-ce que ça nous donne comme intermédiaire réactionnel ? Le brome nucléofuge part avec les électrons. Donc il reste un cation. Ce cation, c'est un carbocation, puisque c'est ce carbone qui n'est plus lié qu'à un méthyle, un éthyle et un H. Donc il est bien trivalent AX3E0, c'est bien un carbocation. IR égale carbocation. Bien sûr, la réaction est renversable, puisque le brome, ici, c'est une base de Lewis avec son doublé. Et donc, ce doublé peut aussi venir créer une liaison avec le carbocation, ce qui correspond à la réaction dans le sens indirect. Donc la réaction est a priori renversable. Sauf que si dans le milieu, il y a aussi des H-, et que cet intermédiaire réactionnel, il a une durée de vie suffisante dans le milieu, c'est un intermédiaire réactionnel, on peut l'isoler, il existe. Alors la probabilité de rencontre avec un hydroxyle est non nulle. Et comme la réaction est extrêmement facile, puisque c'est la création de liaison, il n'y a pas d'énergie d'activation là-dessus,
alors on obtiendra l'alcool par cette substitution nucléophile. Je mets la flèche qui indique qu'on va avoir création d'une liaison entre l'oxygène et ce carbone. Donc la flèche, elle part des sites donneurs d'électrons vers les sites accepteurs d'électrons. Donc c'est vrai, assez souvent, comme vous l'avez vu au lycée, des sites moins vers les sites plus. Donc là, ça c'est le nucléophile. Et ici, on a au départ du nucléofuge. Donc voilà le premier mécanisme qu'on peut envisager. Donc ce mécanisme-là, on va représenter donc son profil réactionnel. Je rappelle, c'est l'énergie potentielle en fonction de la coordonnée de réaction. Donc c'est le mécanisme que j'avais écrit en rouge. Alors, pour le positionnement relatif des réactifs et des produits, c'est assez compliqué, ça dépend pas mal du solvant, mais bon, si on regarde juste en termes de liaison créée et liaison cassée, on casse une liaison carbone-brome et on remplace par une liaison carbone-oxygène. C'est un petit peu plus fort la liaison carbone-oxygène. Donc ici, on a RBr, et là, on a ROH. On raisonne à l'échelle microscopique sur un système fermé. Donc il faut impérativement que tous les éléments soient présents à chaque étape représentée du profil réactionnel. Et donc ici on a un mécanisme en 2 étapes mécanistiques avec un intermédiaire réactionnel qui a un carbocation, donc qui est quand même assez haut en énergie. Donc d'abord on commence par casser la liaison carbone-brome. C'est l'étape cinétiquement déterminante, ça demande une grande énergie d'activation. Et dans un deuxième temps, il suffit que les réactifs se rencontrent, le carbocation et le HO-, pour que l'énergie potentielle diminue et qu'on récupère le système dans l'état produit. Voilà pour le premier mécanisme qu'on va appeler SN1, bien qu'il soit en 2 étapes. Le deuxième mécanisme, donc, c'est celui qui passerait par un intermédiaire pentavalent, donc celui-là on l'a exclu, et donc il reste le dernier mécanisme qu'on va appeler SN2, qui est celui où on a rupture et, de manière concomitante, création de la liaison carbone-brome. Donc c'est le choc efficace, hein. Les molécules arrivent vite l'une contre l'autre. Hop, voilà. Elles se déplacent. Et puis, si le choc s'effectue à une vitesse suffisante, si l'organisation spatiale des réactifs est bonne, alors on va échanger, un peu comme un tour de magie, le OH et le bromure. Alors en termes de flèches, ça se représente comment ? Eh bien on a la liaison carbone-brome qui se casse, donc jusque-là pas de problème. Et puis on a une liaison carbone-oxygène qui se crée. Donc vous voyez, c'est assez fréquent, hein, ces flèches en cascade. Simplement, là, l'idée, c'est pas qu'il y a une flèche qui en induit une autre. Hein. Simplement, on sait que ce carbone ne peut pas avoir plus de 4 liaisons autour de lui. Donc, si on a une liaison avec H- qui se crée, ça implique le déplacement de Br-, donc la rupture de la liaison Br-. Et donc là, on a bien un couplage, hein, entre la création de liaison qui abaisse l'énergie du système et la rupture de liaison qui augmente l'énergie du système. Et donc, puisque c'est juste un choc efficace, on a un mécanisme dont le profil présente simplement une bosse. L'état de transition n'est ni tardif ni précoce, on a quelque chose qui est d'ailleurs assez symétrique. Et ça veut dire que on passe directement, c'est pour ça que je parlais de tour de magie tout à l'heure, de ROH, de RBr à ROH en un seul choc efficace. J'ai mis un doublé à H, c'est une erreur. Et ici, on a donc l'énergie d'activation. Alors, comment est-ce qu'on différencie les deux mécanismes ? Qu'est-ce qu'on fait comme expérience ?
pour vérifier que la réaction se passe selon l'un ou l'autre des mécanismes. Donc celui-ci, le dernier que j'ai présenté, on l'appelle SN2. Et bien essentiellement, on peut faire une étude cinétique, puisque vous voyez que dans le premier cas, enfin dans le deuxième cas, c'est ça qui est plus simple, puisqu'on a un choc efficace, la loi de vitesse suit la réaction suit la loi de Van 't Hoff, et donc on va avoir un ordre 2, un ordre global 2, avec une dépendance de la vitesse vis-à-vis de la concentration en nucléophile, H-, alors que dans le premier cas, on voit que la première étape du mécanisme, c'est une étape monomoléculaire. Je vais revenir ici. L'étape cinétiquement déterminante, qui est là, est une étape monomoléculaire. Et donc, au moins au début de la réaction, la vitesse va s'écrire sous la forme K fois RBR, et on aura une réaction d'ordre global 1. Et donc, comment on peut différencier les deux mécanismes? Il suffit de faire l'expérience et de voir si oui ou non la concentration en nucléophile est un facteur cinétique. Si oui, alors le mécanisme limite, c'est le mécanisme SN2. 2, c'est pour bimoléculaire. Si on voit en revanche que la concentration en H- en nucléophile n'est pas facteur cinétique, alors on sait que le mécanisme est plutôt SN1, comme monomoléculaire, la molécularité de l'étape cinétiquement déterminante. Fin de l'appli.